L'affaire Grasset, et ça tombe bien parce qu'on a deux éditeurs, deux écrivains sur ce plateau. Vous avez été éditeur et puis vous avez également été éditeur chez Gallimard. Alors, les gens qui nous écoutent, d'abord, Moi, j'ai été publié chez Grasset aussi. Et vous avez été publié, mais vous n'êtes pas un homme du sérail, alors que Richard Millet et Éric Nolot sont deux hommes du sérail. Alors, évidemment, les gens qui nous écoutent sont peut-être surpris de l'importance qui est donnée, notamment sur le service public. Vendredi, le 8h de France Inter commençait par cela. Hier soir, il y avait encore une émission. C'est ce soir, on en est à la deuxième émission consacrée 100% à ça. Il y a vraiment des choses qui intéressent fortement le service public. Et puis les gens ont peut-être aussi découvert des choses étonnantes. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires de la maison Grasset, c'est 12 millions d'euros. C'est vrai que les gens dont on parle, les 170, 200 écrivains, qui ont évidemment beaucoup de qualité et sûrement beaucoup de talent, mais ils ne rencontrent pas forcément le public. Un livre aujourd'hui, c'est 2000, 3000, 4000 exemplaires parfois. Vous êtes généreux, Pascal. Et je suis généreux. Bon, donc il y a une disproportion entre le succès, que beaucoup n'ont pas, c'est des écrivains sans lecteurs, et puis cette caste médiatique, ce fracas médiatique, pour reprendre l'expression de Vincent Bolloré, qui fait jour et qui est entendu depuis quelques jours maintenant. Alors, je voulais vous faire écouter, parce que ce que vous allez entendre, c'est la synthèse. Il n'y a pas mieux. Éric Fotorino, La Vérité. Alors, évidemment, Éric Fotorino, il a dirigé Le Monde, écrivain, homme de gauche, etc. C'est La Vérité. Et vous allez tout entendre dans cette séquence. Le mépris pour les gens, ils sont trop cons pour comprendre, ça c'est sûr. L'insulte chez les autres, qui mentent, voilà. Et eux savent. Donc, et c'est des gens, je pense M. Fotorino, il a sûrement de la qualité intellectuelle, mais en fait, c'est sidérant. L'intolérance, l'impossibilité d'écouter une voix dissidente ou discordante. Et vous avez un résumé, au fond, de la pensée culturelle, intellectuelle, de gauche, mais depuis toujours. Je parlais de Jean Daniel tout à l'heure. Depuis toujours. Éric Fotorino, écoutez, moi je trouve que c'est passionnant. On prend un clou et on tape sur ce clou jusqu'à ce que 1000 mensonges deviennent une vérité. Et donc pour moi, le danger de ce qui arrive avec Grasset dans le groupe Bolloré, c'est qu'il a 1000 manières de répéter un discours faux, mais qu'il s'inscrive dans les esprits pour dire, bon, finalement, le déclinisme, il faut un homme fort. Il faut un homme fort pour aller contre un pays qui va à volo. Donc évidemment, Bardella sera celui qu'il faut, ou Marine Le Pen, si c'est une femme forte, entre guillemets. Donc, pour moi, le grand danger, c'est, avec tous ces leviers, c'est d'être capable d'infuser sur des mots comme le déclin, mais je vais vous dire immigration, je vais vous dire islam, je vais vous dire sécurité. Quand ils pilonnent le fait que les Français, le pire pour eux, c'est l'insécurité ou c'est l'immigration. Faux. Mais il faut qu'on le dise, il faut qu'on mette des chiffres. Alors, ce qui est plus inquiétant peut-être encore, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où même si vous dites la vérité, cette vérité n'intéresse pas les gens. Donc là, il y a quand même un travail énorme à dire, mais si on n'est pas d'accord sur des faits, c'est ça le début d'une dictature. Relisez Hannah Arendt, elle vous dira, la dictature commence là au moment où les gens ne savent plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Et le danger public du groupe Bolloré, c'est qu'il est un instrument du mensonge industriel. Et donc ça, moi je pense que tant que les grands médias, et parallèlement il attaque le service public, vous le savez, donc tant que les grands médias de tous les côtés ne diront pas, il y a un titre formidable, moi c'est ce que je disais dans ce petit texte hier, c'est Combat. Pour moi il y a un combat, il y a eu un grand journal qui s'est appelé Combat, et vous savez pourquoi Camus l'a quitté. Il a quitté Camus, il a dit il faut un capital, et le capital c'est une servitude. Donc moi je ne parle pas de capital, les lois du capitalisme on les connaît, je parle simplement d'humanisme, d'humanité, mais l'humanité ça résiste, autrement l'humanité n'existe plus. Si on ne réagit pas maintenant, c'est pour ça qu'en effet hier j'ai posté ce tout petit texte pour dire oui on peut se plaindre, se lamenter, dire c'est triste, on est triste, ou bien sûr qu'on est triste, mais surtout il faut leur rentrer dedans. Et c'est-à-dire, mot après mot, toutes les choses qu'ils disent sont fausses. C'est une déréalisation de la vérité. Et je pense que c'est une attaque contre la vérité que représente aussi le départ de Nora. Vous vous rendez compte la nuance? Alors, je le prends pour moi, et puis tous les journalistes de CNews, je le prends pour vous également, et puis tout ce que nous disons est faux. Voilà ce que dit un intellectuel, a priori, directeur du Monde. Voilà comment quelqu'un qui ne pense pas comme lui, il le caricature. Tout ce que nous disons est faux sur l'immigration, sur la sécurité, etc. À ce niveau, tu ne sais pas si tu dois dire un niveau de bêtise, parce que c'est
c'est d'une bêtise incroyable quand même ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est tout simplement très bête. Éric Nolot. D'abord, un mot en défense des 170 ou 200 auteurs qui ont quitté Grasset. Ces gens-là aiment leur banque. On ne peut pas leur reprocher. Ils font des livres pour lesquels ils touchent des avaloirs démesurés la plupart du temps. Et comme démesurés, je ne suis pas sûr. Parce que moi, j'étais l'autre jour avec Daniel Rondeau, et il nous disait ce qu'il avait il y a une cure chez Grasset. d'amaigrissement, mais je peux vous dire que c'est assez récent. Bon, démesuré... Non, mais pendant très longtemps, les avaloirs qui étaient versés étaient sans commune mesure avec les ventes. Mais c'est quoi un avaloir, par exemple ? C'est l'avance que vous Oui, non, mais ça je sais, mais c'est combien ? Ce que vous appelez démesuré. C'est pas la somme, c'est la somme rapportée à ce que vous vendez. Et comme vous ne remboursez pas l'avaloir, il y avait une forme de banque. Pas seulement pour Grasset, mais Grasset était quand même assez réputé pour ça. Moi, qu'on donne de l'importance à cette affaire, ça ne me dérange pas. La France est un pays extrêmement littéraire. Là où ça me dérange, c'est ce qui est dit. Parce que ce qui n'est pas dit, c'est qu'en effet, le ratio entre le salaire de M. Nora et le chiffre d'affaires est démentiel. Il touchait 1 million par an pour un chiffre d'affaires de 12 millions. J'ai jamais vu ça ailleurs. Bon. Ensuite, ce qu'il faut bien dire, c'est que Grasset est quand même l'éditeur d'un petit milieu. Voilà. C'est l'éditeur du milieu. C'est pas le seul, mais il y a beaucoup de livres de journalistes qui sont immédiatement chroniqués par d'autres journalistes. Tout ça tourne un peu en rond. Donc évidemment, dès que vous donnez un coup de pied dans la fourmilière, c'est un peu la panique. Parce que c'est un système très confortable, où vous n'avez pas besoin de vendre des livres pour toucher un avaloir, et vous n'avez pas besoin de vous forcer beaucoup, puisque vos confrères journalistes vont s'empresser de chroniquer vos livres. Donc tout ça ne pouvait pas durer autant que les impôts, et voilà à quoi a mis fin Bolloré. Ensuite, dernier point, je voudrais qu'on fasse un sondage parmi tous les éditeurs. Je pense qu'il n'y en a pas un qui comprendrait qu'on ne sorte pas le livre de Boilem-Sansal en juin et qu'on le diffère en novembre. C'est une aberration éditoriale. Alors, j'ai regardé, parce qu'on nous reproche parfois de ne pas être équilibré sur nos plateaux et d'avoir uniquement des gens qui pensent pareil. Alors, j'espère, et nous espérons effectivement remédier à cela. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas venir non plus, parce qu'ils ne veulent pas se confronter non plus aux autres. Ils ne veulent pas se confronter les idées. Mais le plateau de l'émission de M. Fotorino, l'autre soir, le plateau, c'est votre argent, c'est le service public. Laura Adler, historienne, écrivaine, homme, femme de gauche, conseillère de François Mitterrand. David Dufresne, alors lui, il est formidable. Écrivain sans lecteur, réalisateur sans spectateur, 10 ans à Libération. Il a même été candidat à Paris aux législatives pour un parti qui s'appelait le Parti Pirate, que je ne connaissais pas. Ça s'est passé en 2012, il avait fait 1%. David Dufresne. Alexis Levrier, historien de la presse. Je le suis, vous le suivez de temps en temps sur les réseaux. Avec lui. Lui, il veut nous fermer. Provoquiste. Voilà, lui, il veut nous fermer. C'est son credo. Ça, c'est le troisième. Éric Fotorino, évidemment, qui a dirigé Le Monde, homme de gauche, et vous l'avez entendu. Clémentine Goldzal, journaliste culture, AM Le Monde. Et Sophie Désert, grand reporter au service enquête de Libération. Voilà, mais enfin, je veux dire, je n'invente rien. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez qui se répartissent entre des gens du Monde et des gens de Libération. Et le tout est animé par Karim Rissouli. Donc moi, alors, j'aime pas dire qu'il fait l'Arcom parce que l'Arcom fait ce qu'elle veut. Non, mais j'aime pas dire ça parce que c'est parce qu'il y a un côté délateur qui n'est pas agréable, mais nous-mêmes, on est visés en permanence. Mais comment est-ce possible, en fait ? Comment est-ce possible de réunir... D'abord, comment est-ce possible de faire une émission d'1 heure sur le service public sur Grasset ? Ce qui doit passionner, évidemment, la France entière. Il y a des choses quand même plus importantes. Sur Stellantis, quand Stellantis est... ils en ont rien à faire. Les ouvriers, ils peuvent crever. Hein. On met le même jour, en plus. Les ouvriers, ils peuvent crever. À Saint-Germain-des-Prés, ça sent le gaz, ça sent l'huile, ça sent l'essence, tout ça. Et la voiture, de toute façon, c'est pas... La voiture, bon, ils peuvent crever, Stellantis. Ça les intéresse pas. Ils feront pas un plateau sur Stellantis. Mais sur ce petit milieu, cette petite caste d'écrivains sans lecteur, et je cite les 6 personnes. Qui peut contester ce que je dis ? Moi.
Oui, contestez-le. Non, mais peut-être. Non, mais au Quand je contraire, vais alors contester, franchement, alors contestez. d'abord. Qui peut contester Alors, ces 6 personnes que je viens de donner? D'ailleurs, vous devriez me remercier, puisque effectivement, chez nous, la parole est libre et tout le monde ne pense pas forcément pareil. Eh bien, vous le direz Alors- après la pause. Il est 9h26 et on est Voilà. en retard. C'est Lucas Busutil qui me le dit et je salue Marine Lançon qui est en vacances C'est cette taquin, semaine. ça. Mais ça sera vous. Je vous jure, je vous donne. Mais je vous crois, je vous fais une confiance À tout absolue, de suite. Pascal. L'affaire Grasset est un prétexte évidemment pour attaquer Vincent Bolloré, qui n'est pas exécutif chez Grasset, que je sache, et c'est une manière également de toucher CNews. Tout ça va dans le même sens. On prête des intentions aux uns aux autres. Monsieur Fotorino explique que, au fond, Vincent Bolloré voudrait privilégier la candidature de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella en disant qu'il faut un homme fort. Enfin, tout ça est ridicule, tout ça est grotesque, mais tout cela est dit, redit à longueur d'antenne sur le service public, et disons-le, c'est pas quelque chose qui est au cœur de l'actualité. Nous en parlons ce matin parce qu'on répond, mais c'est pas ce qui passionne les gens. Vous passez le périphérique, si vous demandez aux uns et aux autres ce Je qu'ils suis pas pensent. tout à fait. Vous savez, la bataille culturelle, c'est pas rien. Hein. C'est pas une bataille culturelle Si, dans le si. pays, c'est une bataille culturelle dans Saint-Germain. Oui, mais vous savez que de cette bataille culturelle va dépendre beaucoup de choses. Voilà. Oui, Alors, mais évidemment, c'est pas. Il a raison. Je veux dire, les gens ne savent pas partout pas en les gens. France. Elisabeth Lévy. Mais cela dit, dans la mesure où toutes ces entreprises exercent une influence effectivement sur le monde culturel, ça a de l'importance, même si on ne sait pas ce que c'est au-delà du périph'. Je pense que c'est important. Et il y a un grand mépris pour tous ces gens-là, D'accord. pour, entre guillemets, les gueux. Et d'ailleurs, le mépris s'affiche parce qu'ils n'en parlent pas. Ils ne parlent pas de Stellantis. Ça ne les intéresse pas. Je suis d'accord. Cela dit, premièrement, Vincent Bolloré a parfaitement le droit, puisqu'il le dit, il l'assume, de virer un PDG dans une entreprise. C'est pas lui qui le fait. Où il a le droit, ou Hachette, alors Hachette a parfaitement le droit de renvoyer un n'est pas éditeur, exécutif. le PDG d'une entreprise. Deuxièmement, cet éditeur a parfaitement le droit de préférer partir que d'exécuter une décision qui lui déplaît. Jusque-là, ça me paraît être la vie des entreprises. Mais quand, d'abord, attaquer Olivier Nora sur un salaire qu'on lui a accordé, ça me paraît quand même... C'est pas la meilleure attaque pour moi, parce que tout simplement, si on lui a accordé, on pensait probablement qu'il le méritait. Et c'est pas attaquer? Non. Pourquoi vous dites attaquer? C'est donner des Qu'est-ce que vous venez infos. de faire, là? Mais on attaque quand on donne un salaire? Oh, d'accord, enfin, on l'a dit. Non mais attendez. je dis qu'il y a une anomalie. Moi. Je veux dire, pourquoi, vous avez dit pourquoi qu'il y vous avait une dites, anomalie, pourquoi vous dites attaquer? Ah, normal. D'accord, je on retire donne, attaquer. on donne aux gens l'information suivante, D'accord. que le PDG de Grasset, en l'occurrence, moi j'en ai pas parlé, d'ailleurs c'est Eric qui en a parlé, gagne 1 million d'euros par an Il a dit que- dans une boîte qui en fait 12. D'accord, mais il Bah, donne- ça s'appelle pas attaquer, c'est juste Bon, donner d'accord. Alors, une information. donner ce fait, il se trouve qu'il y a un mois, on trouvait cela légitime qu'il touche ce salaire, et ça ne me paraît pas être personne le ne problème. savait. Et personne troisième- ne le savait. Écoutez, Personne ne le excusez-moi. est-ce Mais que non, mais, voulez- mais on vous reprend parce que ce que vous dites n'est D'accord, pas- mais vous pouvez peut-être me laisser finir et Oui. me reprendre après, quand Vous avez même. raison. C'est un peu de courtoisie, Vous avez excusez-moi. Soyons Donc, courtois. je trouve que parler de son salaire, en l'occurrence, bon, je veux dire, ce salaire paraissait légitime il y a 15 jours. Mais là où je ne vous suivrai pas, là où je vous suis, c'est les postures ridicules de résistance, c'est la bollorophobie. On peut dire ça, ou la bolloréphobie qu'il y a derrière et qui est tout à fait dégoûtante, la détestation de CNews, la volonté de nous fermer, ça je vous suis. Là où je ne vous suis pas, quand 115 auteurs, je veux dire, que vous ne pouvez pas tous qualifier d'auteurs sans lecteur, la preuve c'est que vous en avez reçu un il y a 15 jours, Frédéric Becbédé. Il n'avait pas, ça n'est pas un auteur sans lecteur, je suis désolé. Je peux vous en citer plein qui ne sont pas des auteurs sans lecteur, qui ne sont pas d'extrême gauche, qui ne sont pas des journalistes, même s'il y en a beaucoup. Quand ils décident de partir Et pourquoi ils partent? parce qu'ils ont une relation Non. particulière. Non. Mais non. Alors j'arrête. Moi, je crois Mais ils que partent. l'édition, ça n'est pas exactement une industrie comme les autres. Elisabeth, non. Et vous bien, le moi, savez je crois bien. que oui. Ils partent comme les journalistes d'ITélé sont partis il y a 10 ans, par panurgisme. Voilà pourquoi ils partent. écoutez, Ils partent, c'est aussi bah, bête que d'accord, ça. moi, j'en connais un C'est-à-dire que, certain nombre. moi, évidemment, ils partent. Alors, il y a effectivement des gens. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord,
Mais dans 9 cas sur 10, c'est Panurge. Bon, je ne suis pas d'accord. Je voudrais juste terminer par une chose. Je suis désolé. Je veux dire, moi, il y a des choses qui m'ont déplu dans l'article qui a accompagné la tribune de Vincent Bolloré. Je ne vois pas ce que les origines d'Olivier Nora ont à faire là-dedans. Qu'on l'appelle le rabbin, moi, ça m'a choqué. Mais c'est pas lui qui l'appelle le rabbin. Non, je veux dire, d'abord, personne ne le fait. J'ai vérifié, il paraît que c'est pas vrai. Mais peu importe. Mais c'est pas Pascal. Mais là encore, je suis obligé de vous interrompre. Il cite quelqu'un qui l'appelle. En l'occurrence, c'est BHL. C'est BHL. Il cite BHL qui. Oui, d'accord. Eh bien, je trouve. C'est à BHL de dire si c'est vrai ou pas. D'accord. D'abord. En fait, oui, mais vous, le dira. pardonnez-moi de vous interrompre, mais en fait, ce que vous dites, c'est malhonnête. Ah bon. Ben oui, puisque vous dites que Pascal Ménadier a présenté Nora comme le rabbin. C'est pas ça du tout. Il a cité Bernard-Henri Lévy qui l'appelle le rabbin. Je crois savoir d'abord Donc, il y a un moment. BHL n'appelle pas Olivier Nora le rabbin. Et deuxièmement, j'ai le droit de penser, si vous voulez, qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire sur Olivier Nora, y compris certainement très désagréables, qui n'ont aucun rapport avec ses origines. C'est tout. Mais c'est pas pour ses origines qu'on l'appelle le rabbin. Très d'accord. C'est justement dans le papier. Donc ça aussi, c'est malhonnête. Bon, en fait, tout est malhonnête. Donc, si je ne suis pas d'accord avec vous, je suis malhonnête. Je suis désolé. J'ai le droit de ne pas dire les choses comme... Mais pardonnez-moi, la phrase, et je parle sous le contrôle d'Éric, le rabbin n'est pas pour souligner une origine. Pas du tout, et vous le savez. Moi, je ne l'ai pas pris comme ça, excusez-moi, mais moi, je suis désolé, ça ne m'a pas plu, j'ai quand même le droit. Mais bien sûr, vous avez le droit, mais on a le droit aussi de vous répondre. Mais pas qu'on appelle Bec BD la droite cocaïne. Je veux dire, je suis désolé. C'est lui qui s'en réclame. Il a fait tout un truc sur... c'était la une de l'Obs, son addiction à la cocaïne. Écoutez, c'est quand même pas diffamatoire de dire ça de J'ai pas dit que c'était diffamatoire. C'est quand même pas... C'est un peu pour décrédibiliser quand même, non? Non, mais la question, pourquoi ils sont partis? La raison est très simple. Dans ce milieu, il faut envoyer le signe que vous êtes dans le camp du bien, sinon vous êtes ostracisé. Je vous en parle en connaissance de cause et tu devrais en parler en connaissance de cause. Moi, je ne fais pas partie de ce milieu, je suis blacklisté, ostracisé. C'est immédiat, c'est d'une minute à l'autre. Vous quittez le camp du bien, vous êtes banni. C'est pour ça qu'ils partent tous. C'est pas pour la relation qu'ils ont avec Nora. Un peu quand même. Sans doute, d'ailleurs, qui fait... L'éditeur, c'est quand même... Un peu quand même. Mais on travaille avec un... Olivier Nora faisait l'unanimité auprès de ses auteurs. Il n'y a aucun souci. Moi, je ne le connais pas. Tout le monde souligne. C'est une personnalité tout à fait remarquable, exceptionnelle, intelligente, tout ce que vous voulez. Mais les gens partent par panurgisme. Parce que ceux qui restent... Ils ont l'étoile. Oui, on leur met... c'est ce qui s'était passé. Moi, je l'ai vu ici, à iTélé. C'est pareil. Les gens n'ont pas de courage. Il y en a plein. Vous croyez qu'ils sont contents de partir? Ben non. Vous en connaissez beaucoup, quand même, là-dedans. Il y a des gens qui... excusez-moi, il y en a que je connais, je ne pense pas, et je vous reciterai. Je veux pas... C'est tellement plus confortable d'être comme... Richard Millet. Il y en a beaucoup qui sont inconnus et qui font de la figuration. On le sait tous, dans toutes ces grosses maisons d'édition, il y a beaucoup de romanciers qui ne servent à rien. Chez Gallimard, pardonnez-moi, on les appelait des livres jetables. Voilà, je peux le dire, je vais me faire taper sur les doigts peut-être, mais je le dis. Bon, faire de la figuration comme si l'édition allait bien. Alors, elle va très mal. L'édition se porte de plus en plus mal, et ça, c'est un grand non-dit. Je voudrais dire aussi ceci. Il y a eu une pétition lancée par Antoine Gallimard, n'est-ce pas, pour faire respecter la diversité dans l'édition. Ce qui est quand même le comble, puisque Antoine Gallimard, qu'on appelle la Banque centrale, que Solaire s'appelait la Banque centrale de l'édition française, est en position, lui aussi, hégémonique. Regardez le nombre de maisons d'édition qu'il détient et le nombre de prix, c'est-à-dire quasiment tous, qu'il obtient chaque automne. Donc, vous voyez, il y a un véritable problème. Non mais écoutez, ces gens-là, en effet, fonctionnent par groupe, j'allais dire par meute. Alors tantôt c'est une pétition contre Richard Millet pour l'exclure de la République des Lettres, tantôt c'est une pétition anti-Bolloré, et à chaque fois il faut montrer qu'on est dans le bon camp. C'est un milieu qui fonctionne beaucoup sur le mode du symbolique. Et je vous jure que quand vous cessez de jouer ce jeu, de donner les signes de bien-pensance et que vous êtes du bon côté, vous le payez très cher et très vite. Ah non, mais voilà. Ça, je peux... Richard Lelouch en témoigner. Moi, je peux en témoigner, non pas parce que je suis éditeur, enfin, j'écris des livres. Je peux vous assurer que si vous
vous avez le malheur de dire quelque chose de différent du camp du bien, vous n'êtes pas invité. Vous n'êtes plus invité. Moi, j'ai sorti mon dernier livre sur l'Ukraine, qui est un vrai bouquin, qui en plus est juste sur le fond, on le voit tous les jours. Ce bouquin a été blacklisté sur l'ensemble des chaînes publiques, des radios publiques, des émissions Henri Soulier et autres. Je n'ai eu heureusement que le Figaro et CNews ou Europe pour en parler. Il s'est très bien vendu. Les gens ont entendu par bouche-oreille, mais il s'est vendu 10% de ce que ça aurait dû faire dans le pays. Parce que c'était un vrai sujet. Est-ce que c'est de la bonne politique ou pas? On n'a pas pu avoir ce débat. Enfin, la vérité, Voilà. c'est que Je suis d'accord. La vérité, c'est que Il y a le camp du bien. si Hachette n'était pas dans la galaxie Bolloré, personne ne parlerait de cela. C'est-à-dire qu'un éditeur aurait été sorti. Et pourquoi? Parce qu'à travers Hachette, c'est évidemment Vincent Bolloré. Et à travers Vincent Bolloré, c'est CNews. Et à travers CNews, c'est une parole dissidente. Tout le milieu, écoutez... Et c'est l'élection présidentielle. Tout le milieu médiatique, il n'y a pas une personne dans ce milieu médiatique, il n'y a pas un courant qui, a une parole différente, sauf CNews. Ça m'ennuie d'être en partie d'accord avec un certain nombre de ces gens, car je vous dis, moi, quand je vois 115 auteurs partir, qui ne sont pas tous d'accord, qui ne sont pas tous des gens d'extrême gauche. Mais personne ne dit ça. Je vous ai dit qu'ils partent pas tous sans lecteurs. Par le confort, mais bien, je vous dis, mais voilà, de pouvoir continuer. je vous dis que vous ne pouvez pas. Remarquez, et je les comprends, c'est plus confortable quand du bien. Mais ce que vous ne, enfin, vous avez vraiment, vous êtes extraordinaire en plus parce que vous citez en permanence Muret, mais tous ces gens-là, pour eux, ils iront dans un dîner le soir, on leur dira pourquoi t'es resté chez Grasset? Pourquoi? Explique-toi. Dis-nous pourquoi tu es resté. Tu es un traître. Voilà ce qui se passera. C'est pour ça. Je vais vous donner un contexte. C'est aussi bête que ça. Parmi les auteurs qui viennent de partir, il y a Virginie Despentes. Alors Virginie Despentes, ses livres sont parfois adaptés sur Canal+, donc apparemment, jusqu'à présent, l'argent de Vincent Bolloré n'avait pas l'air de la déranger. Bon. Au lendemain des attentats de Charlie, Madame Despentes publie un papier dans lequel elle dit qu'elle a été prise d'un rayon d'amour pour les victimes de Charlie et les frères Kouachi. Elle a été prise dans un rayon d'amour pour des gens qui ont tué à coups de Kalachnikov des gens sans défense. Combien d'auteurs de Grasset sont partis en disant « je ne peux pas cautionner ce genre de propos, c'est quand même très très proche de l'apologie du terrorisme ». Personne n'est parti. Ça me semblait une meilleure raison de quitter Grasset que l'affaire Nora. Pardonnez-moi. Donc il y a un deux poids, deux mesures que je trouve absolument dégueulasse en la matière. Il aurait fallu ne plus la publier. Ah non, pas du tout. Mais je dis pas ça. Non, je vous pose la question. Non, pas du tout. Non, mais vous êtes... C'est très marrant. Je vous pose la question vraiment sincèrement. Je dis simplement qu'il y avait une meilleure raison de quitter Grasset à ce moment-là pour quelqu'un qui dit « moi, j'ai été prise dans un rayon d'amour pour les frères Kouachi que pour l'affaire Nora ». Voilà. Puis on peut quand même s'interroger sur la qualité littéraire de Virginie Despentes, je vous assure. Ça c'est autre chose. Pardonnez-moi de le dire comme ça, parce que au-delà de la qualité de style, bien souvent, et c'est vrai aussi, hélas, pour le cinéma, ce qu'on récompense, c'est un point de vue idéologique, à la fois dans le cinéma et dans les livres. Je suis désolé. Et on voit bien le souci qu'a aujourd'hui Les Rayons et les Ombres, qui est un film absolument formidable, et combien il est attaqué toujours par la même doxa, parce qu'il ne correspond pas à la ligne idéologique du camp du bien. Parce qu'il n'est pas binaire. Mais enfin, Oui. Vous comprenez bien que... Bon ben oui, mais les 117 mais sur personnes... Virginie Despentes, si vous voulez, vous ne pouvez pas dire... D'abord, elle vend, par exemple. Vous ne pouvez pas décider... Je vous dis pas qu'elle... C'est vrai, c'est vrai. Oui, elle vend. Je suis désolé. Non, Elle vend des... Je peux ajouter une dernière chose. Richard Millet, mais... Tous ces auteurs viennent aussi de publier une autre pétition exigeant une clause de conscience. C'est-à-dire que pour se débarrasser des problèmes des avaloirs, notamment, ils exigent, au cas où tu ne leur plairais pas, si tu étais publié par Grasset, eh bien de pouvoir s'en aller sans rembourser, par exemple, les avaloirs. C'est la clause de conscience. C'est une idée de Macron, si ça. Macron l'a proposé. Bon, je ne vais pas lire entièrement la chronique de BHL sur Olivier Nora, mais c'est un lien très singulier que celui d'un écrivain et de son éditeur, une intimité dans le texte et dans ce que le texte ne sait pas encore de lui-même. L'homme ou longtemps, pour moi, la femme, Françoise Verny, qui à force de vous voir écrire en sait plus long que vous sur votre part d'ombre, les méandres de votre imaginaire, etc. C'est un très très joli texte, comme souvent chez BHL, et comment dire, il parle également de la maison de Grasset, qui était une belle maison et qui est encore une belle maison, et de ce lien avec un éditeur, mais c'est pas le sujet. D'ailleurs, effectivement, Olivier Nora, personne ne conteste sa qualité. Mais qu'est-ce que vous faites quand un patron dit
par exemple, il se trompe éditorialement. Il faut le sortir maintenant, ce livre, avant l'été. Et vous avez un éditeur qui dit je vais le sortir en décembre. Qu'est-ce que vous faites? J'ai commencé mon propos en disant que Vincent Bolloré, ou Hachette, pardon, Vincent Bolloré avait parfaitement le droit de se séparer d'Olivier Nora et qu'Olivier Nora avait le droit de préférer son départ à une décision. Et tous ceux qui connaissent, parce que les coups de fil se sont passés, tous ceux qui connaissent ce dossier ont dit qu'il y avait beaucoup de rigidité sur ce sujet de la part d'Olivier Nora, qui n'a pas voulu, entre guillemets, céder à ce moment-là. Et l'écrivain, et vous en pensez quoi de l'écrivain? C'est l'écrivain qui veut sortir? On n'écoute pas l'écrivain non plus? J'ai pas contesté qu'il faut limoger. Cette discussion passionnante sur la qualité littéraire... Et ça sera le dernier mot. Pierre Lelouch. Mais c'est pas le sujet. Monsieur c'est Fotorino le dit, le sujet c'est de taper sur Bolloré. Oui. C'est ça le sujet. C'est même pas un problème littéraire. Oui, bien sûr. Fotorino dit, voilà, il faut taper Bolloré, parce que derrière il y a Le Pen. Voilà, c'est ça le sujet. Donc le sujet c'est nous, en fait. Il faut flinguer CNews, il faut faire tout ce qui ressemble à Bolloré doit être éliminé avant la campagne présidentielle. Cette affaire, elle est montée en sauce de toutes pièces, parce que ça fait partie de cette stratégie. Il faut pas avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe. Je vous ai dit, personne c'est pas un problème littéraire. Je vous ai dit, personne n'est dupe. J'ai cité le plateau. Voyons. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est mais France Télévisions, le plateau de France Télévisions. J'ai cité les 5 ou 6 personnes. C'est scandaleux, en fait. Oui, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Pas dans le littéraire. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Effectivement, on est dans la politique. Voilà ce qu'on peut. Mais merci en tout cas de nous être fidèles régulièrement sur l'antenne de CNews. Et personne n'est dupe, évidemment, de ce qui se passe. J'espère. Comment? Et d'Europe. On est encore un peu... Et du journal du dimanche. Et la parole est libre, puisque vous avez critiqué... Absolument. Vous avez critiqué, moi je ne sais jamais ce que les uns et les autres vont dire. Vous avez critiqué le journal du dimanche, mais Pascal Médalier qui a écrit le papier, c'est odieux ce qu'ils lui font depuis hier. C'est odieux. Je veux dire, gêné. Non mais oui, mais il l'attaque. C'est toujours pareil. Quand tu peux pas attaquer le raisonnement, tu attaques le raisonneur. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à dire que parfois nous mettons une cible. Eux, ils lui mettent une cible dans le dos à Pascal Ménadier, qui est un journaliste remarquable. Ils ne sont pas d'accord avec lui. En fait, ces gens-là, s'ils ont le pouvoir, on termine tous à Vladivostok. Et comment? Je suis désolé de vous le dire. Alors que moi, ces gens-là, j'aurais jamais le pouvoir de ma vie, mais je les laisse tous parler toujours et tout le temps. Mais il n'y a pas... Pardon. Il n'y a pas une personne que j'interdirais de parler. Pas une, vous entendez bien? Pas une. Ils peuvent parler. Moi, je suis sur la liberté d'expression américaine. Donc là-dessus. Mais eux, ces gens-là, c'est des durs. Ils ne supportent pas la contradiction. Et pourquoi ils ne viennent pas sur ce plateau? Pour ne pas échanger avec Charlotte Dornelas, pour ne pas échanger avec Eugénie Bastier, pour ne pas échanger. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas. Parce qu'ils ne sont pas très bons non plus. Disons les choses. Parce que le plateau de C'est ce soir, si on se dit les choses, c'est la phrase de Bernanos, les ratés ne vous rateront pas. Il n'y a pas beaucoup de succès quand même autour de la table. Mais ils sont contents d'être entre eux. Mais vous savez, on s'amusera plus au goulag que sur le plateau de C'est ce soir. Hein. Non. Non, moi je crois pas. Non. Je vais dire entre nous, c'est une blague. Parce qu'il y a une part. C'est une blague. Vous savez, il y a une part de psychologie aussi. Hein. Il y a beaucoup de tentatives et puis parfois beaucoup de gens qui... Il faut lire le papier de Pascal Ménadier parce qu'il y a formidable son papier. Choses dans ce papier. Mais évidemment. Notamment la coulisse. Voilà. Évidemment. Bon, est-ce qu'on parle de M. Retailleau? Est-ce qu'on parle avec le sujet de Chloé Tarka, puisque Bruno Retailleau est désormais le candidat des Républicains officiels. Donc, tout ça est intéressant et je vous propose de voir le sujet. Un résultat largement attendu, car sans véritable adversaire déclaré en interne, Bruno Retailleau partait favori de cette consultation. Près de 77 000 adhérents étaient appelés à voter en ligne ce week-end. Verdict, 73,8% des votants ont choisi la désignation directe de Bruno Retailleau comme candidat à l'élection présidentielle. Sur X, le président des Républicains a rapidement réagi. Je remercie tous les adhérents, les Républicains, les cadres de nos fédérations et tous les élus qui, une fois de plus, m'accordent leur confiance en me désignant candidat de notre mouvement à l'élection présidentielle. Je serai le candidat du Rassemblement des Français pour être dans un an le président du relèvement de la France. Selon les chiffres communiqués par le parti, la participation a atteint les 60%, avec près de 46 000 adhérents qui se sont exprimés, dont 1511 votes blancs. Dans le détail, 12,2% ont soutenu l'idée d'une primaire réservée au seul candidat LR. 14% se sont prononcés pour une primaire ouverte à la droite et au centre.
Dans les prochaines semaines, Bruno Retailleau devrait poursuivre la présentation de son programme. Objectif, combler son retard dans les sondages, notamment face à Édouard Philippe. Elle n'a pas aimé ce papier, vous l'avez compris, parce que la discussion continue en même temps que les sujets passent. Donc du coup, vous n'avez même pas écouté le sujet sur Bruno Retailleau. Je l'ai entendu ce matin dans la matinale.